Salam alaikum Azoul, bonsoir. Lorsque surviennent des antagonismes idéologiques dans des sociétés qui ne savent pas, qui ne savent plus vivre leurs controverses sans s'entre-égorger, lorsque s'affrontent des visions sociétales autrement que par les voies démocratiques, par le poignard et la kalachnikov, c'est que de sombres ennemis sont déjà sur les lieux, qui enveniment les rapports, qui font dégénérer les différences, aveugler les hommes, les dresser les uns contre les autres. Ces ennemis sont deux sentiments noirs qui imprègnent la multitude, qui l'envahissent, qui la poussent à ses pires extrémités, à ses pires extrémismes. Ces deux sentiments sont la haine et la peur, l'une se nourrissant de l'autre, l'une se justifiant de l'autre. La peur et la haine, quand elles nichent dans le cœur des hommes, ne peuvent engendrer que la violence, la souffrance, la mort. Lorsqu'elles trouvent des terreaux propices, elles ne connaissent plus de limites à leur propagation et leur moisson, sanglante, est toujours abondante. Je me rappelle qu'enfant, j'avais une peur maladive et irraisonnée des chiens. Quand j'étais dans leur proximité, mon cœur se mettait à battre la chamade. J'avais des sueurs froides et je tremblais de tout mon corps. Et curieusement, en ma présence, les chiens devenaient nerveux, fous de rage. Ils grondaient, retroussaient leurs babines, prêts à me sauter à la gorge. Et si ce n'était la présence de leurs maîtres respectifs, ils se seraient jetés sur moi, alors qu'ils étaient tout à fait gentils, débonnaires avec les autres enfants. Ce n'est que bien plus tard que je compris qu'ils ne faisaient que réagir à ma peur. Ils la sentaient, ils ne la comprenaient pas. Et elle leur faisait peur à eux aussi. Elle provoquait leur agressivité. Il en a été ainsi dans la société algérienne, avant et après le coup d'État de 1991. Le régime, qui sentait très proche son éviction, son évacuation du pouvoir, avait très vite compris que sa seule planche de salut ne pouvait résider que dans la peur et la haine. La haine de l'autre pour ce qu'il représentait, la peur de l'autre pour ce qu'il faisait craindre de changements, de bouleversements. Et il mit en branle une vaste opération de propagande, voire de subversion, pour monter les Algériens les uns contre les autres, pour les alarmer, cultiver la zizanie en leur sein, leur faire craindre le pire si les changements attendus se produisaient. Et il alla jusqu'à mettre la main à la pâte, à semer toutes les graines de la discorde, à mettre en place un climat d'orage. Il sut se servir des élites intellectuelles et politiques qu'il avait recrutées, des médias qu'il avait créés, des puissances étrangères qui lui avaient montré la marche à suivre pour faire battre les tambours de la haine, distiller la peur. La haine et la peur d'islamistes qui se croyaient irrémédiablement investis et qui perdirent le sens de la mesure et des mots. La haine et la peur des barons du régime qui tremblaient pour leurs privilèges, qui avaient la hantise de révélations sur leur turpitude et leurs crimes. La haine et la peur d'une multitude autrement plus vaste, trop souvent brimée, frustrée, et qui sentait proche, toute proche, la vengeance qu'elle espérait. La pièce macabre était prête à être jouée. Tous les acteurs attendaient de pouvoir jouer leur rôle respectif. Il ne restait que les 3 coups du brigadier qui allaient retentir un certain 11 janvier 1991. Si on avait été plus attentif, on aurait entendu des portes se fermer lourdement, définitivement, des ponts se briser.
On aurait vu des fossés se creuser entre les hommes d'un même peuple, des barricades se hérisser de pointes cruelles, des peurs se transformer en haine, des haines exsuder la peur. Des hommes que la simple vue du sang épouvanté appelait au meurtre et au massacre. Des élites intellectuelles justifiaient le meurtre et l'éradication, comme il disait. Et ainsi, en quelques années, se perpétra contre les civils désarmés un horrible carnage. 200 000 morts au moins, 20 000 personnes enlevées d'entre les mains de leurs familles, le viol et la torture institués en méthode d'interrogatoire et de terreur, des milliards de dollars de dévastation, un immense désastre à huis clos avec la complicité des puissances occidentales. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, le carnage de dizaines de milliers d'innocents plus tard, et des milliards de dollars plus tard, 1000 milliards. Le seul constat que nous pouvons faire de façon objective est que les sauveurs de la République, leurs familles et leurs clients font aujourd'hui partie des personnes les plus riches du monde. Le pays, malgré plus de 1000 milliards de dollars qui y ont été gaspillés, vit une crise économique sans précédent. La corruption ne s'y cache plus et le pays tout entier se dégrade à un point inimaginable pour qui ne l'a pas connu avant. Et le phénomène des haragas est peut-être le sujet le plus éloquent pour décrire ce qui a été perpétré contre ce malheureux pays. L'actuelle montée au créneau des élites algériennes est le premier véritable frémissement d'un éveil de la société algérienne depuis le coup d'État de 1991. Reste à savoir si le régime a compris qu'il n'a plus le choix ni les moyens de ses méthodes. Il ne tient donc qu'à lui de ne pas s'opposer à un véritable renouveau et la marche vers une réconciliation sincère entre tous ceux qui, à un moment crucial de l'histoire de leur pays, ont été infectés par la peur et la haine. Couverture spéciale donc aujourd'hui, 11 janvier 2018. Il y a 26 ans a eu lieu le coup d'État du 11 janvier 1991. J'aimerais juste vous signaler, pour que tout un chacun comprenne et sache comment ça se passe chez McDonald's, comme on dit. Dans la presse francophone, du moins, je ne sais pas ce qu'il en est pour la presse arabophone. Dans la presse francophone, je n'ai pas trouvé une ligne, pas un mot sur cet événement qui pourtant est un événement plus que majeur, un événement fatidique, crucial, tragique. Pas un mot, pas une ligne. Donc, pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir ici sur le plateau Yahya Mkhioba, journaliste, membre du mouvement Arachad. Marhaba bik, Yahya, bonsoir. Habib Souaidia, écrivain, ex-officier de l'ANP. Marhaba bik, Habib. Bonsoir. Merci. Au téléphone, nous aurons Badr el-Din Gerfa, cadre du FIS. Merci d'être avec nous, Badr el-Din Gerfa. Merci, je vous remercie. Merci. Alors, Rachid Mesli devait être des nôtres, mais comme il est pris, il a une conférence à donner à ce même moment. Donc, il nous a fait le plaisir de nous accorder une courte interview. Donc, nous allons le passer d'abord lui, avant de recevoir nos autres invités. Rachid Mesli, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également et je salue vos téléspectateurs. Merci. Alors, Rachid Mesli,
Avant le coup d'État de 1991 et depuis les ouvertures démocratiques de 1989, on sentait comme une avancée vers un véritable État de droit, une effervescence politique, une liberté de la presse et surtout une justice qui semblait aller vers plus d'indépendance. Mais le coup d'État allait sonner le glas de ces espérances. Avocat, vous-même, vous étiez au cœur de ces transformations sociales, politiques. Puis, vous avez été vous-même broyé par cette justice qui allait devenir une justice aux ordres. Quel est votre regard aujourd'hui, avec le recul du temps, sur ces douloureux événements? Bon, alors, je voudrais d'abord préciser que je n'étais pas un acteur, mais j'étais plus un témoin de ces évolutions extraordinaires de l'après-constitution de 1989. Évidemment, l'Algérie, depuis l'indépendance, vivait dans une situation d'état de non-droit. Et la constitution de 89 est une constitution remarquable. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été ensuite changée et a instauré non seulement un pluralisme politique, mais elle a ouvert réellement le champ politique et le champ des libertés civiles et politiques pour le peuple algérien. Vous avez bien fait de souligner que même le secteur de la justice, qui était réputé comme corrompu depuis l'indépendance, commençait à connaître une évolution remarquable. Nous, en tant qu'avocats, comme avocats, on l'a vécu, on l'a ressenti. On a tout de suite commencé à constater une évolution dans le comportement des magistrats, dans le comportement des procureurs. La police faisait son travail, mais la justice commençait également à faire son travail et il y a un respect qui commençait à s'instaurer entre, par exemple, les services de sécurité et les procureurs. Les procureurs commençaient réellement à faire respecter la loi, comme la justice d'ailleurs. Il y a eu effectivement une avancée remarquable. Il faut également souligner qu'en 1989, l'Algérie a ratifié les principales conventions internationales qui protègent les droits de l'homme. Elle a ratifié la convention contre la torture. D'ailleurs, la torture en 89 jusqu'au coup d'État a totalement disparu en Algérie. On n'entendait plus parler de torture, ni dans les commissariats, ni dans les brigades de gendarmerie. Les services de sécurité respectaient les gens quand ils les arrêtaient. Et lorsqu'ils étaient présentés devant un procureur, et souvent ils étaient libérés lorsqu'il n'y avait pas matière à poursuite, par exemple. L'Algérie a également ratifié à la même époque la Convention sur les droits civils et politiques. Et pour faire bref, l'Algérie était devenue en 1989 un pays respectable, même sur le plan international. Vous savez bien que les pays qui ratifient ces principales conventions et qui les respectent surtout deviennent des pays respectables. Et malheureusement, le coup d'État est venu mettre un terme à cette évolution remarquable en matière de droits civils et politiques, qui a été cette brève période. On peut même bien sûr parler aujourd'hui de véritable printemps algérien en ce qui concerne les droits civils et politiques, en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux du peuple algérien. Alors, je constate que vous avez un oiseau qui vous confirme que ce que vous dites est bien vrai. Hein, à chaque fois, il apporte son assentiment. Laissez-le. Hein. Alors, Oui, alors, la propagande du régime avait réussi à faire croire aux opinions publiques internationales, surtout, notamment, que le terrorisme était le fait des islamistes et des islamistes seuls, que c'était eux qui avaient commencé à utiliser la violence contre l'État et la société. Qu'en a-t-il été vraiment, Rachid Mousli? Alors, il faut dire qu'il y a eu, après l'affaire Bouyali en 82-84, quelques éléments qui étaient opposés à un processus électoral et qui étaient surtout opposés au fils.
parce que le FIS, en tant que parti politique, avait accepté de participer à ce processus électoral, ce qui était dénoncé dans ce milieu extrémiste, mais qui était extrêmement réduit, extrêmement limité. Et il y a eu effectivement des actions terroristes après, juste avant la fin du processus électoral et également juste après les élections. Mais c'était le fait d'un petit groupuscule qui était totalement insignifiant sur le plan du nombre. Il faut dire que les premières victimes du terrorisme ont été les militants du FIS. Vous savez, le premier massacre qu'il y a eu en Algérie s'est passé en 1992 ou 93 à Qaddara. Et les victimes étaient tous les membres du conseil communal du FIS de Qaddara. C'était les premières victimes qui ont été massacrées par un groupe soi-disant terroriste, étaient des islamistes. Alors, vous voyez un petit peu, même si ce groupe qui a commis ce massacre se réclamait ou semblait faire partie, parce que vous saviez, à l'époque, des personnes portées de fausses barbes et allaient attaquer des villages. Donc, ce que moi, je peux vous dire, c'est que les premières victimes ont été les islamistes du FIS. D'ailleurs, les grands massacres, si vous voulez revenir aux grands massacres de Ramka, de la Mitidja, les grands massacres ont eu lieu dans les villes qui ont voté à majorité FIS. Si vous prenez Ramka, si vous prenez toutes les grandes villes de la Mitidja, c'était des villes et des villages qui étaient... Alors on peut se poser la question, qui étaient les réels auteurs de ces massacres? Alors vous voyez, oui. le terrorisme, en réalité, où les actions armées il y a eu une tendance à la généralisation après 93 et non juste après le coup d'État. Ça, il faut le relever parce que ce n'est qu'après 93 que l'Algérie s'est enflammée. Alors il faut se demander pourquoi. Après le fameux discours de Reda Malek, la peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. Et c'est à partir de ce moment-là que les massacres contre les populations civiles ont commencé vraiment. Le lendemain de cette affirmation, on a retrouvé des centaines de cadavres de personnes à Blida, dans la région de Blida et jusqu'à Qsar el-Boukhari. Oui. Et le nombre de disparitions forcées en l'espace d'un mois a été multiplié par 20. Il est clair qu'il y avait une politique délibérée de l'armée, enfin des putschistes, pour aggraver la tension, et y compris pour emmener des jeunes à prendre le maquis, à se sauver, ne serait-ce que pour sauver leur vie. Les arrestations étaient généralisées, les exécutions sommaires de jeunes gens étaient également généralisées. Le pouvoir et l'armée, à ce moment, le DRS, a tout fait pour radicaliser les gens, pour les amener à la lutte armée. C'est ce qu'on appelle le terrorisme pédagogique. Alors, aujourd'hui, Rachid Mesli, le régime se sert des traumatismes causés par la décennie rouge pour faire craindre aux Algériens qu'ils pourraient replonger dans une autre tragédie, peut-être pire, à la syrienne, comme ils disent. Il est en train de menacer que s'il est contesté, ce régime pourrait donc replonger tout le pays dans une autre tragédie. Comment faire, selon vous, pour conjurer cette menace et aller vers une vraie transition de façon pacifique? Écoutez, toutes les dictatures utilisent les mêmes arguments et tentent de dire c'est nous ou le chaos. Et c'est le langage de la dictature actuelle en Algérie. C'est le même langage aujourd'hui qui est tenu même par l'Arabie saoudite ou par certains États, certaines dictatures monarchiques du Golfe. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, le peuple algérien a compris. Vous n'avez qu'à voir la dernière diffusion des massacres en direct sur la télévision publique. Pourquoi ces massacres? Aujourd'hui, les gens l'ont compris. Tout le monde a compris que le pouvoir veut les terroriser avec cet argument, c'est nous
ou le retour au chaos organisé. Alors écoutez, aujourd'hui, si on veut avancer, il n'y a pas d'autre solution que de libérer l'Algérien, de libérer la population algérienne. Il n'y a pas d'avancée dans le monde aujourd'hui sans liberté démocratique. Il n'y a pas d'avancée possible pour un peuple s'il ne recouvre pas sa liberté. La guerre de libération en Algérie contre la France s'est faite pour recouvrer nos libertés. Aujourd'hui, sans liberté, on ne pourra pas avancer. Et le peuple algérien aujourd'hui est mûr, il mérite cette liberté. Il mérite aujourd'hui de recouvrer ce pourquoi des générations d'Algériens ont lutté, ont sacrifié leur vie pour libérer, pour que ces libertés soient enfin retrouvées par le peuple algérien. Il le mérite. Merci Rachid Mesli, au plaisir de vous revoir. Pardon mes chers amis pour le lapsus, vous aurez compris que ce n'était pas janvier 91 mais janvier 92 qui est venu interrompre les élections législatives de décembre 91. Yahya Mkhioba, aujourd'hui, avec le recul que permet le temps, par exemple, à ce moment-là, on nous parlait de sauveur de la République. Beaucoup de gens les créditaient de bonnes intentions. Ils disaient, vous ne pouvez pas leur faire de procès d'intention, ce sont peut-être de vérité. Aujourd'hui, avec le recul de temps... Oui, avec le recul, tout d'abord, on peut faire le bilan déjà de cette République prétendue sauvée, où elle en est, sur le plan politique et économique. On peut faire le bilan de la situation politique du pays en général, et surtout, on peut faire le bilan matériel et financier de ces gens. C'est que c'est des gens qui habitaient des F2, F3, il le disait, au début des années 90, j'habitais un logement de fonction. C'est vrai, il habitait un logement de fonction, de simple fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, il habite une grande villa à Club des Pins. À Club des Pins, il a 2 villas pour ses 2 enfants. Voilà. c'est dire. Donc, ça, c'est que la personne de Yahya. Et ça, ce n'est que la partie visible. Absolument, de l'iceberg. Je ne parle pas des militaires, je ne parle pas des soi-disant représentants de la société civile, Kchafa, le Croissant Rouge, etc., etc. Et des parents des généraux, et de leurs clients. Et les affaires qu'ils ont pu faire, qui sont devenus aujourd'hui des hommes d'affaires. Ce ne sont pas des sauveurs de la République. Sauver la République en ouvrant une brèche afin de tuer ou de massacrer directement ou indirectement 200 000 Algériens, ce n'est pas sauver une République, ce n'est pas sauver un pays. Peut-être que parmi eux, je ne dis pas que tous étaient des criminels, mais peut-être que parmi eux qui étaient là, ce fameux 11 janvier 92, croyaient qu'en barrant la route aux fils, ils pouvaient sauver la République selon leur conception de la République. D'accord. Mais après, quand on a sombré dans les massacres, quand on a sombré dans la tuerie généralisée, dans les disparitions forcées, pourquoi ces gens-là n'ont pas pris leurs responsabilités et dire non? Par exemple, on a un bel exemple, si on peut l'appeler comme ça, en Égypte, vous aviez l'ancien fonctionnaire de l'ONU, comment il s'appelle, Baradei, qui a marché dans le coup d'État. 3 mois après, dès qu'il a vu le massacre de Rabia, il a dit non, moi je n'ai pas marché pour qu'on massacre des civils, et il s'est réfugié en Autriche. Donc le souci, c'est notre élite politique qui n'a pas eu ce genre de courage. Heureusement qu'il y a eu des militaires. Je le dis parce que c'est Habib Souaidi est devant moi. Ghazali a dit nous sommes les harkis du régime. Mais 20 ans plus tard. Oui, mais il l'a dit. Il a dit, oui, bien sûr, c'est le plus courageux d'entre eux. Oui. Mais heureusement qu'il y a eu des militaires, des officiers, des sous-officiers qui ont pris leurs responsabilités, puis qui sont sortis et qui ont dénoncé. Parce que si on n'a pas eu l'information de l'intérieur, et s'il n'y a pas eu des gens qui ont fait un fameux contrat de Rome 95 et qui ont essayé d'internationaliser la situation, pas par plaisir, mais par nécessité, ben, le chiffre de 200 000, vous pourrez rajouter un 0 facilement à ce chiffre-là. Les officiers dont vous parlez, dont l'un est avec nous, Habib Souidia, à qui je rends hommage, Haroun, Samraoui, et récemment, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui est resté fidèle à l'AMP. À la ligne de l'ANP, Ben Hadid. Il a déclaré à Al-Magharibiya en direct, il a déclaré des choses, on va l'entendre tout à l'heure. Il a déclaré d'abord, il a dit, non, nous, on a dit, il vaut mieux faire une fraude électorale, ne pas laisser passer le fils. Voilà. On aurait pu
évacuer le fils par la fraude. Et d'autres ont dit non, nous on ne veut pas de fraude, on veut un coup d'État. Il a dit comme ça. Et l'autre, il a dit, pour ce qui est du terrorisme, nous avions Ben Cheikha, l'émir Ben Cheikha, du JIA, qui était sous les ordres du général chef de la 12e région militaire. C'est un général parce que Ben qui le dit. Représente ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait à l'époque, les vrais moudjahid, parmi les grands officiers de l'armée française. C'est un vrai moudjahid. Non, mais c'était un moudjahid. Oui. Donc, c'était un moudjahid. C'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités durant la guerre de libération. Le problème, c'était Kabranat l'Istimar. Et je pense que M. Habib Souadia est le mieux à même à en parler. Justement, Habib. En poursuivant dans la logique de sauver la République, moi, je vous dis qu'ils ont sauvé leur tête, oui. Parce que, une petite anecdote qui s'est passée le jour, à l'époque où ils ont préparé le coup d'État, ils ont obligé le président Chadli à démissionner. Et l'un des généraux, le général Mohamed Lamari, a dit verbalement, ils veulent donner nos têtes au peuple. Oui, exactement. Et ça me fait rappeler les années avant même qu'il y ait eu la guerre civile. Donc, le coup d'État, pour le dire, c'était une violence. En elle-même, elle est une violence. Et toutes ces institutions qui sont venues après, comme le dit Aït Ahmed d'ailleurs, c'était une violence aussi. Une violence contre le peuple. Parce que le peuple ne décide rien depuis 1992 jusqu'à l'heure actuelle. Aït Ahmed, personne ne peut l'accuser d'être islamiste. Ou d'être un traître. Exact. Ou de faire... D'ailleurs, il disait ni État policier, ni État intégriste. Personne ne peut le dire que c'est un dafiste. Personne. Pourtant, lui, il l'a dit. C'est un des pères fondateurs de la République. Exactement. Et au fait, vous l'avez remarqué même tout à l'heure en parlant de la presse algérienne, pas un mot. Rien. Aujourd'hui, dans toute la presse. Ça veut dire l'omerta continue à ce jour, 26 ans plus tard. Pour moi, la presse algérienne, elle est complice du régime. Elle est complice de ce qui s'est passé. Parce qu'elle a couvert tout le temps, depuis 1992, elle a couvert le putsch, elle a couvert les généraux, elle a couvert les massacres. Au point, Habib, où ils attaquaient les gens qui osaient dire qui tue qui. Oui. Ils les ont appelés les qui-tu-quistes. Oui. Ça veut dire qu'on n'avait même pas le droit de poser la question. Non pas d'accuser. Non. Seulement poser la question. Qui est en train de tuer et vous accuser? Voilà. Parce que la meilleure défense consiste à attaquer. Au fait, il y avait deux extrémistes, ou deux extrêmes. Un qui se trouve à l'intérieur du pouvoir, et ce qu'on appelle les éradicateurs. Et parmi eux, un nombre important d'intellectuels et de journalistes, et de patrons de presse, et de directeurs, et d'autres personnalités. Et de l'autre côté, on a créé des extrémistes. Il y avait des extrémistes islamistes aussi, pas de l'autre côté. Et les modérés, ils n'ont rien à faire sur le terrain. Soit vous suivez le régime, soit vous acceptez le putsch et suivre avec nous, soit vous êtes les alliés des islamistes. Et le problème, c'est que beaucoup parmi les extrémistes islamistes dont vous parlez se sont retrouvés après des amis des généraux. Oui, et leurs associés dans des affaires. Exactement. Par exemple, quand on disait à l'époque, quand on disait que le DRS a fait un travail d'infiltration et que la plupart des émirs qui étaient dans les maquis étaient des agents ou des agents des services de renseignement et qui collaboraient directement avec les services de renseignement, ils nous disaient c'est pas vrai. Maintenant, on commence à parler, oui, effectivement, c'est une stratégie. On peut infiltrer les groupes armés. Avant, c'était niet. Maintenant, c'est normal. Et à chaque fois, quand on avance dans la vérité, eux, ils la rendent normale. Oui, ils la rendent normale. Ils vous disent oui, il n'y a pas de souci. C'est normal. Il y avait eu des islamistes. Habib, je vais vous poser une question, vous, en tant qu'ancien officier de l'ANP. À l'époque, il y avait des gens qui sont montés au maquis, ça personne ne peut dire le contraire. Il y avait des islamistes qui égorgeaient, qui faisaient des faux barrages. On ne sait pas qui étaient, hein, des gens infiltrés, de vrais, qui agissaient vraiment convaincus, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, de la bouche même du chef de l'État, M. Bouteflika, qui a reconnu le chiffre de 200 000 morts. Certains disent qu'il y a plus, qu'il y aurait 250 000 morts. 20 000 disparus, 1 million de torturés, etc., des milliards de dollars de dévastation. Est-ce que vous pensez que les gens qui étaient au maquis, qui n'étaient armés que dans le meilleur des cas, de Kalachnikov, de poignards, de fusils de chasse, ils auraient pu tuer 200 000 personnes ou 250 000 personnes?
C'est-à-dire, quand on parle de 250 000 morts, on compte tout. C'est-à-dire, il y avait des militaires, et je pense que jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, on ne sait pas exactement le chiffre des militaires tombés sur le terrain. On ne sait pas, hein. Mais moi, je peux vous confirmer qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers. La preuve en est, on ne parlait pas avant. Regardez les militaires qui sortent dans les rues, les handicapés, les machins. Les blessés. À l'époque, d'ailleurs, je l'ai écrit dans mon bouquin, que les embuscades dont on Je vous rappelle subissait... que vous avez écrit La sale guerre. Ouais. La sale guerre, où vous décrivez des choses, où vous donnez des détails très troublants sur cet aspect des choses, justement. Les embuscades dont on subit à l'époque, il y a parfois vingtaine, 50 personnes de militaires qui tombent, qui meurent. Parfois des appelés. C'est-à-dire, quand j'avais le poste radio... Des appelés pour la plupart du temps? Non, des appelés, des contractuels, des actifs. J'avais mon poste radio allumé 24 sur 24. Je suivais les opérations de toutes les unités. Et à chaque fois, quand quelqu'un tombe dans une embuscade, j'entends ce qu'ils disent. Tous les rapports, tous les cris, tous les alarmes, même si je n'étais pas avec eux, j'entendais. Oui. Et à chaque fois, 20, 15, 30, 50, 40. Et ça, pendant une durée de à peu près 7 ans, 8 ans. Alors, vous pouvez imaginer à peu près le nombre des militaires qui sont tombés dans... Beaucoup de militaires. De policiers aussi. Maintenant, moi, ce qui me dérange dans cette situation en Algérie, c'est qu'aujourd'hui, la presse, personne n'en parle de janvier 92. Et les conséquences de janvier 92, c'est quoi? C'est terrible. Le bilan. Le bilan, c'est terrible. On est arrivé à un génocide. Pratiquement 250 000. Il y a 20 000 disparus en Algérie. Même pendant la guerre au Chili et en Argentine, les familles des disparus au Chili et en Argentine n'ont pas subi ce nombre. Et on parle d'1 million de torturés, c'est vrai ce chiffre? Il y a plus d'1,5 million de déplacés, juste 1,5 million de déplacés. Et on parle de centaines de milliers ou presque 1 million de gens qui ont été torturés, violés. Je peux vous confirmer que la torture a été généralisée en Algérie et que c'était devenu une machine. On dit que toutes les casernes, toutes les brigades de gendarmerie, tous les commissariats, tous les locaux des fameux GLD on arrive à créer des unités à l'intérieur des unités, des centres de torture. C'est-à-dire, dans chaque secteur opérationnel, quand on arrête des gens, on les emmène dans ces centres de torture où il y avait des officiers de renseignement. Oui. Et dans ces centres de renseignement, on torture. On ne fait que torturer. C'est une machine à torture. C'est une machine à consommer des êtres humains. Si le nombre de 20 000 disparus... Les disparus ont été enlevés de chez eux. Donc ce n'est pas les terroristes qui avaient pu rentrer dans la ville ou dans leur lieu de travail. Ce n'est pas des terroristes, j'en étais témoin. J'en ai été témoin et je l'ai dit, je le répète 15 ans ou 16 ans après. Oui. Je le dis, je le confirme. La torture était pratiquement un instrument. On l'appelait l'exploitation. L'exploitation, on peut même, l'exploitation, ça on le parle quand il y a des opérations. Dans les maquis, parfois on arrête 2 ou 3 hommes armés. Oui. Ils peuvent l'exploiter sur place, c'est pour cela que ça sort ce mot exploitation. L'exploiter sur place pour essayer de trouver où se cachent les autres, ses amis ou machin, ou les casemates ou machin. Et ça, on l'utilise jusqu'à l'heure actuelle. Et c'est vrai que les exécutions sommaires, on les appelait les péremptions, le périmer. Les exécutions sommaires, c'est généralement, que ce soit dans les maquis, quand il y a des opérations ou des gens qui se font arrêter, ils se font arrêter, torturer, après exécuter. Les exécutions judiciaires, par exemple, je vous donne un exemple d'un officier que je connais son histoire. Il a reçu l'ordre du général Bey Saïd. À l'époque, aujourd'hui, c'est lui le commandant. Chef de région. Maintenant, il est commandant de 5e région militaire. Oui, de la 2e région militaire. Oui, 2e région militaire. Cet officier, il a été arrêté Comment il a été arrêté? Il a reçu l'ordre d'exécuter une quinzaine de personnes qui ont été arrêtées dans la région de Blida, dans un coin qui s'appelle Merja. Oui. Je sais pas, c'est à côté de Brak. Exactement. Une quinzaine de personnes ont été exécutées par balle, par ces soldats. Parmi ces soldats, il y a des appelés.
il y a des contractuels, puisque le régiment, c'est un régiment d'infanterie mécanisée. Oui. C'est même pas un régiment de force spéciale. Le lieutenant a reçu l'ordre, il a emmené ces personnes, il les a exécutées. L'un d'eux a réussi à s'échapper. Et comme il a réussi à s'échapper, le commandement a eu peur, a paniqué, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté directement la personne, l'officier. Qui était chargé de l'opération. Exactement. Oui. Ils l'ont amené au tribunal militaire de Blida. Il est arrivé au tribunal militaire de Blida, là où j'étais incarcéré en 99, quelque chose comme ça. Oui. Et là, ils l'ont jugé. Et ce qu'il me disait, c'est-à-dire, j'ai demandé à ce qu'on écoute le général-major Ben Saïd, son adjoint, Ibrahim Fodil Shrif, ou l'adjoint du général Mohamed Al-Ammari, et tous les officiers, parce que c'est eux qui m'ont ordonné. Et moi, je suis un militaire, j'ai exécuté les ordres. Non, ils ne l'ont même pas ramené. Et l'officier, il a été condamné à 15 ans de prison. Pour l'exemple. Pour l'exemple, à l'intérieur, au tribunal militaire de Blida. Cette histoire, peut-être que personne ne la connaît. L'affaire à leur manière. Exactement. Alors maintenant, les exécutions, la torture, tout ça, c'est le résultat d'un coup d'État. Les morts, les 150 000 morts, les 20 000 disparus, c'est les conséquences d'un drame. Maintenant, quand vous voyez la presse qui n'en parle pas, c'est-à-dire cette presse, moi je la considérais toujours, j'ai toujours considéré cette presse comme complice des criminels. Mais c'est énorme. Hein. Oui. Que la presse ne parle pas d'un tel événement, c'est quand même évident qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas le génie du général Nzar, ni du génie du gendarme qu'on prétend Mortuati, gendarme colonial, qui a fait que le coup d'État réussisse. Ils n'ont réussi que parce qu'ils ont eu des journalistes, des écrivains, des intellectuels, des chefs de parti avec eux. C'est ce qu'on appelle l'élite. C'est pour ça qu'à chaque fois on dit l'élite, elle a failli. Ils ont fait en sorte que ça se passe à huis clos. Absolument. Maintenant, quand vous entendez des journalistes algériens, francophones ou arabophones, aujourd'hui, nous donner de leçons de morale sur les libertés individuelles et collectives, très bien. Mais qu'est-ce que vous avez fait en 93, 94, 95 ? Donc, ces journalistes-là, pas tous, mais la majorité, surtout les patrons de presse, ils sont complices de cette situation. Avant de recevoir Badreddine Guerfa, cadre du FIS, nous allons montrer une vidéo de M. Marchiani, homme politique français très connu, qui a entendu de ses oreilles M. Mitterrand dire qu'il ne voulait pas que le FIS passe. Ça veut dire qu'il nous confirme, M. Marchiani, entre autres témoignages, que c'est la France de Mitterrand qui a exigé que le FIS ne passe pas. Nous allons... Marchiani. Entre le premier et le second tour, il y a des contacts auxquels je participe modestement entre les généraux et la France. Et je suis à l'Élysée 2 ou 3 fois et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire. Pas de manière formelle, mais très claire, donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu. Les généraux algériens annulent le second tour et font leur coup d'État en janvier 1992. Badreddine Guerfa, est-ce que vous avez entendu Charles, comment il s'appelle déjà, Charles Marchiani? Bien entendu, bien entendu. Voilà, vous saviez, tout le monde sait que la France de l'époque a non seulement donc ordonné que le coup d'État se fasse, mais que surtout, qui est à mon avis beaucoup plus grave, qu'elle a couvert toutes les exactions commises par la junte, le nombre de morts, on faisait en sorte de tout mettre sous le tapis. Oui, ça, c'est le nœud gordien. Oui. Alors, à votre avis, aujourd'hui, quel regard avez-vous sur ces douloureux événements dont vous avez été l'un des acteurs? Vous étiez cadre du FIS à l'époque. Oui, oui. D'abord, salam alaikum. Salam. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, comme j'ai donné mon accord pour participer à cette émission, je le fais, bien qu'aujourd'hui j'ai perdu une nièce, mais quand même,
cette jeunesse algérienne a un droit sur moi pour dire aussi mon témoignage. Vous m'écoutez, M. Jamal? Oui, oui, on vous écoute. Oui, oui. Voilà. D'abord, avant de parler de la France, permettez-moi, je voudrais bien parler aujourd'hui un petit peu en arabe et en français باش يفهموني الشباب الجزائري اليوم للأسف اليوم لا يفهم لا لغة فرنسية ولا أخرى. لا. أيوة. لابد أن نضع الأمور في سياقها التاريخي. لابد من الجيل اليوم ملايين الشباب يعرفوا بأن الجزائر مرت بمراحل بعد أحداث أكتوبر 88 وجاءت التعددية le multipartisme et il y a eu des partis qui ont participé à des élections locales محليات والجبهة الإسلامية للإنقاذ هذه فازت بالأغلبية في المحليات يعني في البلديات والزقوي وهذا النظام الفاسد الريجيم حب يسيس سمعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولكن الشعب آنذاك البوبل الجزائري آنذاك في الإلكسيون تاع 26 ديسمبر 91 أعطى صفعة حقيقية لهذا النظام وكانت الفوز الباهر تاع le 26 décembre 91 c'est bien de rappeler à cette jeunesse et aux Algériens et aux aventuristes aussi que الجبهة الإسلامية للإنقاذ خدات 188 مقعد والجبهة الاشتراكية تاع حسين أيت أحمد رحمه الله 25 مقعد وجبهة التحرير التي كانت هي لا فاساد تاع هذا النظام دات 16 مقعد أو 15 مقعد. ف comme le dit si bien Marchiani لازم الشعب يفهم شكون ماركياني هدايا من النظام الفرنسي مستشار امني يصرح بملء فيه باللي راهي فرنسا ضالعه في الانقلاب الذي حدث في 11 جانفي 92 على لا فولونتي بوبولار على اراده الشعب على الرئيس المنتخب انذاك شابي مجديد رحمه الله. اذا فرنسا اليوم البارح واليوم وبعد غد ما زالت هي التي تسير الامور للاسف مع هذا النظام اللا شرعي. سي با لا بان نهضروا واش صرا الشعب الجزائري يعرف الان الشباب عاد يعرف في لي ريزو سوسيو بلي كانت 250 الف 300 الف موتى 20 الف ديسبارو 20 الف اللي كون سود وانا كنت منهم اكثر من 500 الف سجين مليون معذب عشرات الالاف الايتام الارامل يبكى le résultat il est là donc الشعب الجزائري لا jeunesse algérienne عارفه كل شيء كان انهيار كلي للجزائر للاسف. وهنا اقول ذكرت سي جمال ان بعض الجنرالات ونحييهم كما بن حديد ولا ضابر ولا كيفي سويديه كو جو سالو ولا حبيب سمراوي ولا سي سمراوي اللي قالوا leur vérité leur témoignage pour l'histoire. alors لازم نقولوا ولازم احنا نعرفوا بلي راهو هذا النظام. لماذا بدر الدين قرفة لماذا pourquoi jusqu'à maintenant jusqu'à l'heure où nous parlons la vérité n'est toujours pas connue, il n'y a pas de véritable enquête, il n'y a pas de véritable investigation, il n'y a pas de véritable opération réconciliation qui soit vraiment digne de ce nom. Pourquoi en sommes-nous encore là où sur la scène publique nous assistons à des, comme on les appelle, les érodicateurs et les salafistateurs qui se jettent la patate chaude, chacun accusant l'autre d'avoir provoqué la tragédie sans en savoir plus sur ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui a fait que la vérité n'est pas éclatée? Écoutez, si Jamal, chose, quand je parle du fils, parce que je suis un membre du fils depuis sa création jusqu'à maintenant, le fils n'a cessé de demander une enquête soit nationale ou internationale وخلاص خلي الشعب يعرف الحقيقة. Alors, le régime a toujours refusé et comme vous l'avez bien signalé, le qui une accusation. Sauf, pourquoi on n'arrive pas à avancer? Parce que la presse est partie prenante. les patrons de presse, alhamdoulilah, il y a certains témoignages où on dit que c'est بالقاعدة ومات على كل حال رحمه الله لم les patrons de presse وكان عندهم une prévision كانوا يتوقعوا 60,000 جزائري يموتوا للأسف il y a plus d'un quart de million. Bon,
الان pourquoi il ne parle pas je voudrais مثلا lancer un appel للام سي دي اللي كان على راسه سعيد سعدي ولا حماس اللي كان على راسه نحناح رحمه الله ولا البابس اللي كان على راسه الهاشمي الشريف ولا لي جي تي ا ولا هاد لي بسيدو كوشيست هذوما تاع زمان كي ديز لا فيريتي للشباب الشباب كانوا مع الكو ديتا هما يسون قال كما قال تاع حماس ومازال يقولوها لليوم يقول لك احنا جينا باش نمنعوا الدوله الجزائريه اصبحنا اليوم لا دوله ولا سلطه ولا برلمان ولا شيء المافيا هذا ولا ريزولتا كل ساسيم بدر الدين كربا restez avec nous restez avec nous restez avec de la cour internationale تاع الانتيسيميتيزم. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Nous allons voir coup sur coup deux extraits, l'une de M. Bouteflika et l'autre du général Ben Hadid, l'une après l'autre. Nous allons les regarder. تأتي حين ذاك جبهة الإنقاذ وزعيم زعمائها الرئيس عباسي مدني رئيس الحزب هو من مجاهدي جيش التحرير الوطني ومن تربية جبهة التحرير الوطني، وعرفوا يمتصوا الغضب الموجود في الساحة. إذن قال السياسة البديلة هي الإسلام. طبعا أي شخص يائس ولا ينتظر شيء من الحياة الدنيا وما عنده شيء يفقده في الحياة الدنيا على الأقل يستثمر شيء في الآخرة. ليه لا؟ وخلقت حركة شعبية قوية عارمة، يؤمن لا يؤمن هذا شيء آخر. حتى في جدال مع أحد من القادة نتاع جبهة الإنقاذ نتكلموا كإخوان متحضرين لأن عندنا صداقة يعني وأنا أتعاطف معهم شخصيا. نقولوا ماناش متفقين، أنت جبهة الإنقاذ وأنا جبهة التحرير، لكن في حاجة متفقين أنا وياك هو إسقاط النظام. الاثنين نريد إسقاط النظام. إذن الحزب ماهوش مبني على عقيدة، مبني على بؤر نتاع غضب تاع جراح موجودة عند الناس وضروري أن نقول رسميا أنه انتصر في الانتخابات البلدية وانتصر كمان في الشوط الأول نتاع الانتخابات التشريعية. كادو اسماعيل العمالي المور سيدي de toute façon. Ismaël Amali, décédé. Il a encouragé certains chefs terroristes à rester sur place et à les soutenir. Enfin, ça se dit pour Madani Mzrak, notamment. Oui. Madani Mzrak, on dit que parce que c'est avec lui qu'il a signé la. Comme par exemple Khada Belchiha qui était au Nourani. Ah, c'est des Belabès. C'est Belabès, il travaillait avec le service. Moi, j'ai vécu cette histoire. Je l'ai vécu. وكنا استدعينا في سنة 1991 في بعد الانتخابات تاع جبهة الإسلامية للإنقاذ بعد انتصار جبهة الإنقاذ في 26 ديسمبر 91 هذا 26 ديسمبر 91. أيوه 26 ديسمبر 91. نعم استدعينا إلى النازا في الجزائر العاصمة. استدعوا كل القوات الضواحي وقتل القوات الجوية والبرية وكل القوات وقتل فرق. كنا 2 فرق فقط. كانت فرقة سابنة اللي كنت أنا أقودها وكانت فرقة 12 كان يقودها مغامرة بحت. وحضرنا في الاجتماع. حضرنا في الاجتماع في الناجة. نعم. في رئاسة الأركان. كانت الناجة كانت تضم بقية قوات البرية ورئاسة الأركان كان رئاسها خليل فلاط. وكانت مجموعة اللي كان أصحاب النفوذ les decision makers, les hommes décideurs, les hommes les décideurs en quelque sorte. وتكلمنا في الموضوع هذا. احنا كنا استدعينا ولكن ما فيش يعني امر يومي باش نعرفوا. Nous l'avons interrompu parce qu'elle n'était pas très audible. Encore quelques extraits de
celle de M. Bouteflika, et puis nous reprendrons la discussion. شريحة ثالثة كانت مسجونة. شكون هؤلاء الناس؟ ناس تعاطفوا إيمانا أو خوفا أو بصفة انتهازية أو كذا. واحد مد شوية قروش، واحد شوية أطعم، والآخر آوى، والآخر كان اتصال إلى غير ذلك. طيب مسجونين، يعني تتصيب ناس في مناصب عليا في الدولة ارتكبوا أخطاء اللي تقول لو الإنسان من حقه أن يعيد الحق للشعب والله يمشي لقرارات خطيرة جدا. ناس غلطوا، كل جواد ينكبوها. أنا خديت قرار عفو ورجعوا لبيوتهم، ورجعوا لبيوتهم وبالآلاف. 2500 في آخر دفعة؟ لا 2700 و700. لكن مانيش بعيد على أنه يطلعوا 2700 آخرين. يعني الملفات ما زالت. C'est dire qu'il y a des déclarations et d'autres que, avec un peu de travail, avec un peu de compilation, nous pourrions arriver à des constats clairs que les torts ne sont pas partagés, que la responsabilité des putschistes est clairement établie et que ce qui est arrivé après, maintenant, nous démontre que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce ne sont pas des sauveurs de la République, bien au contraire. Mais sinon, Yahya, au sujet de ces responsabilités des uns et des autres, comment vous voyez-vous ça? Alors, sur le plan pénal, la responsabilité des putschistes est claire. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont transgressé la Constitution, qui ont transgressé la loi électorale et qui ont démis un président en fonction élu en 89 par le suffrage universel, à un seul tour, avec un seul candidat. Lui dit avoir démissionné. On l'a fait démissionner, il faut bien lire sa lettre de démission. Il dit, je suis arrivé dans l'impossibilité de continuer mes missions sans parce trahir. Que j'ai donné ma parole. Voilà, d'accord. Donc, il y a mais moi, ce qui m'importe le plus, la responsabilité pénale, c'est plus les juges et les avocats qui pourront en parler, mais la responsabilité politique. Parce que si on en parle aujourd'hui, c'est pour... parce qu'on n'est pas encore sorti d'affaires, ça il faut le savoir. Oui. C'est pour ne pas refaire les mêmes erreurs, de part et d'autre. En tant que régime ou en tant qu'opposant à ce régime. Ne pas alimenter le discours violent de part et d'autre. C'est-à-dire que quand, par exemple, et je le dis, hein, après je pense que des gens qui vont m'en vouloir, mais je dis ce que je pense. Quand on est chef d'un parti politique, surtout chef d'un parti politique d'opposition à qui les portes du pouvoir sont ouvertes par les élections, on ne prône pas, on ne dit pas des bêtises. On ne dit pas des bêtises. On ne dit pas j'ai le droit de prendre les armes. Ça, on ne le dit pas. C'était des erreurs monumentales. Et je sais très bien, je suis convaincu que les putschistes allaient faire leur coup d'État, que M. Ali Belhaj ait dit cela ou pas. Ça, j'en suis convaincu. Mais regardons aujourd'hui l'exemple des frères musulmans en Égypte. Ce n'est pas pour faire un exemple, mais jusqu'au dernier moment, et même en prison, ils n'ont jamais renoncé à l'aspect non violent de leur combat politique. Donc notre élite politique... Peut-on mettre sur une même balance de tels écarts de langage, j'allais dire, avec, avec un véritable génocide, comme l'a dit... Bien sûr. Je ne suis pas là pour dédouaner le régime, bien au contraire. Mais je dis que maintenant, il faut en tirer des conclusions, voilà, des enseignements. Aujourd'hui, un leader politique, quelle que soit son opposition au régime, il ne doit jamais verser dans le discours déjà populiste et violent. Jamais. Parce que ouvrir la porte au populisme... D'ailleurs, les médias se sont abondamment servis de ces écarts de langage. Bien sûr. Ils les ont utilisés. Bien sûr. Maintenant, le fils, il faut l'analyser, c'était un phénomène, plus un phénomène de société. Ce que disait Bouteflika était en partie vrai. Mais ça se passe toujours comme ça. Bien sûr, c'est normal. C'est un truisme que de le dire. Il n'y a pas un parti au monde où les gens s'engagent massivement... Le véritable fils, le véritable parti politique est né à Batna. Après le congrès de Batna,
organisé par feu Hachani Allah yarhamou. Là, on pouvait parler de partis politiques. Mais avant le congrès de Betna, c'était du tout et n'importe quoi. Vous pouvez même poser la question à M. Msli, qui est vivant. Il me disait, au 26 décembre 1991, il était là comme observateur. Il a dit, il était comment. Même les dirigeants du fils, M. Hachani Allah yarhamou, ils étaient étonnés d'avoir pris 188 sièges au niveau du parti. Ils ne mesuraient pas l'ampleur de leur popularité au sein de la société. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Le fils a vécu 1 an et demi. Vous comprenez? Donc, pour parler, ils n'ont même pas eu de congrès en bonne et due forme avec la présence de tous les leaders politiques où ils pouvaient régler leurs problèmes internes au sein de ce congrès. Au congrès de Betna, le président et le vice-président du fils, ils étaient en prison. Donc, on ne pouvait pas parler d'une maturité politique de part et d'autre. Nous allons laisser Badr Dinguerfa avant de revenir à Habib. Badr Dinguerfa, vous avez entendu Yahya Mkhioba? Oui. Vous souhaitez commenter? Écoutez, si Jamal, le fils à l'époque, comme le dit Mkhioba, c'était un jeune parti, même pas 1 an et demi. Le peuple, il en avait tellement marre de ce régime. Et le fils, c'était une alternative réelle. كان بديل حقيقي ببرنامج واضح وبهدف واضح. الشعب الجزائري صوت بكل نزاهة وبكل قوة لهذا الهدف. Bon, maintenant le résultat في 91 ممكن كان مفاجأة للبعض أو للكثير لا أدري. ولكن le résultat était là, clair, net et précis. Alors, الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أولا نقول شي بوتفليقة رئيس بوتفليقة، نقول هي ماشي جبهة الإنقاذ، هي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، احنا ما عندناش اسم حزب اسمه جبهة الإنقاذ. هذه واحدة. الآن tout le monde le sait que الخطة آنذاك il faut le rappeler. حابين يوصلوا الجزائر لا فيولونس. واش داروا؟ contrairement à juin 91 في janvier, qu'est-ce qu'ils ont fait؟ حكموا كاع les cadres du fils, la majorité des cadres du fils, soit cadres communaux في les bureaux communaux ولا les bureaux de wilaya ولا المنتخبين، 20 000 حطوا في les comptes du sud. وما انا جو vous donner نقول لك حاجه جامي قلتها على لا شين ديالكم. في المكتب الولائي تاع الطرف une voiture jet معمرة بالكلاشنيكوف qui proposait ça aux membres, je suis témoin, aux membres le bureau du village du fils. Heureusement que les membres du bureau du village كانوا à la hauteur وهدوهم باش يشكيو la police. Donc, Badr Dinguerfa, excusez-moi, Badr Dinguerfa, vous êtes en train de nous dire une information dont vous n'avez jamais parlé, qu'une voiture banalisée est arrivée vers un de vos bureaux, chargée de Kalachnikov, qu'elle voulait vous distribuer pour vous pousser à la violence. Exactement, les témoins existent, ils sont toujours vivants, hein. Ils sont toujours vivants. Comme là, on était un parti politique, on n'a rien à voir avec la violence, donc ils poussaient vers la violence. Je vais vous dire une autre chose. J'étais à Ouargla, sur le camp du Sud, j'étais membre par la commission Lujnit el-Mu'taqal. Une fois, on faisait des réunions avec les responsables de Mu'taqal, et de temps en temps avec le général Jouali, qui est le la 6e région. Et bien, quand une discussion n'a pas rompu, politique ou couché, moi personnellement, je lui ai dit, Gouto, il n'y a pas de solution. Nous étions en 92, hein, il n'y a pas de solution. Sans la table entre la direction à l'armée et la direction du fils. Vous savez ce qu'il a fait? Au cap, c'est le général Jouali qui a dit, jamais je le dialoguerai avec Abbassi Madani. Alors, ils étaient كانوا حابين la violence, كانوا حابين يحطوا الجزائر الموت الطيري. Bon, là maintenant, si on veut parler d'aujourd'hui et de l'avenir, il n'y a pas 36 000 solutions. La seule solution qu'il y a, c'est le devoir de vérité, de justice et de mémoire. نمشيو للحقيقة باش الشعب يعرف الآلام واش صار. هاد الشباب تاع الجزائر اليوم qui sont des millions, ces universités qui foutent le camp, ces compétences qui se foutent le camp un peu partout dans le monde, لازم يعرفوا حقيقتهم ولازم يتحاولوا. Les gens qui sont trompés en 92, il y en a beaucoup. هاد لا بسيدو إليت لازم دير ميا كولبا تاعها وتقول للشعب الجزائري اخطأنا ساندنا لي كوديتا
Le coup d'État ما يجيبش الخير جاب الشر. شوف je donne un exemple. Beaucoup d'exemples. Maintenant en Égypte, لما le coup d'État شوف النتيجة وين الإجيبت. شوف en Turquie contre le peuple a dit non au coup d'État, شوف le résultat. الآن يخوفونا بسوريا ولا يخوفونا باليمن. Les peuples, les jeunes الآن ils ont compris. بلي راهو ما نمدش روحي للموت باش يستفيدوا لا مافيا تاع المال ولا مافيا ميليتارو فينانسيير نو. Restez avec nous, Badr Dinguerfa. Je reviens à vous dans un petit moment. Habib Souidia, Badr Dinguerfa nous parle d'une voiture banalisée qui est venue remettre des armes, des Kalachnikov à des gens du fils pour les pousser à la violence. Oui. Et il dit que c'est la violence, ils l'ont voulu, ils ont voulu. Est-ce que vous avez des détails, commentaires à faire sur ça? Vous savez, dans ce genre de guerre, souvent de guerre de type révolutionnaire ou anti-révolutionnaire, il y a toujours les infiltrations, il y a toujours les faux maquis. On a eu l'expérience pendant la guerre d'Algérie, le maquis de l'opération La Blouette et tout ça. Ouais. On a eu beaucoup d'opérations de ce type, même en Amérique du Sud ou ailleurs. Et ça a été développé, en fait, c'est une école française qui a été développée pendant des années après la guerre d'Algérie. En Amérique du Sud notamment. Voilà, en Amérique du Sud, et elle a été emportée en Algérie. Et maintenant, on la voit un peu être créer des contre-maquis, des faux maquisards, pour altérer l'image des vrais. Vous savez, c'est facile de créer un émir comme Hunter Zwabri. Oui. Il faut juste la télévision et la presse. Oui. Après, qu'est-ce qu'on fait? On peut se ramener un type pourri, un voyou, il met une barbe, on lui dit il y a une ou deux personnes qui viennent avec lui des services de renseignement, on lui dit allez, on va attaquer un commissariat de police. Ils vont attaquer un commissariat de police, il rentre dans le commissariat de police, il prend 15 ou 20 Kalachnikov, il sort, il les met dans un sac, dans une voiture, il monte dans les maquis, il arrive avec des jeunes qui sont dans les maquis qui ont certainement beaucoup enfui parce qu'ils ont été recherchés, ils les torturaient, les services de renseignement. Ces jeunes-là, ils sont pratiquement perdus dans les maquis, n'ont ni armes, ni moyens, ni nourriture, rien du tout. Ils trouvent Hunter Zwabri là avec 15 Kalachnikov. Allez, on vous fait émir, et les deux autres, émir Shar'i et l'autre émir, je ne sais pas qui, émir d'Allemand, et ça constitue comme ça un groupe. Ça se fait comme ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste, c'est les médias qui font le terroriste, qui fait du terrorisme. Oui. Les médias, c'est lui qui fait des grands émirs, des grands chefs terroristes et tout ça. La preuve en est, la presse algérienne, à l'époque des années 90, elle parle de la phalange de Khadra qui est composée de 1000 terroristes. C'est-à-dire, Hunter Zwabri, il est juste protégé par 500 terroristes. La presse écrit ça. Et à la fin de compte, où est-ce qu'il a terminé Hunter Zwabri? À Boufarik avec 2 personnes. Oui, comme quoi. Nous allons regarder une dernière vidéo, des extraits de M. Bouteflika, et nous reviendrons pour le mot de la fin à chacun. الجيش مؤسسة جمهورية. مهما قلت عن سيئاتها لتدخلها في السياسة من قبل، نقول المؤسسة الجمهورية من مسؤولياتها الرئيسية أن تدافع على الجمهورية كنظام. إذن تدخلها، تدخل الجيش، مفروض من منطلق ضرورة الدفاع عن المؤسسة الجمهورية، لأن الحديث حين ذاك كان على خلافة، إمامة، يعني الأشياء المطروحة وكلها قابلة للتفكير. لكن فضلت في بداية حديثك وقلت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذا ما وصلنا إليه من بعد الاستقلال، وهذا هو اللي باقين فيه إلى الآن. يعني حتى إذا ما كانتش ديمقراطية وشعبية، هي اسمها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. طيب، تدخلوا من منطلق الدفاع عن النظام الجمهوري. الآن مادام تكلمت عن الجيش وانتقدت بوضوح وحرية يوم قلت لابد من المرور من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية، لابد أن نقول أنه
يكون من الخطأ الفادح بل من العقوق ومن النكران الجميل أن أي جزائري أيا كان مشربه، إسلاماوي، ملحد، علماني، أيا كان مشربه، يكون ناكر خير إذا ما اعترفش الجيش الوطني الشعبي بأنه أنقذ النظام الجمهوري وأنقذ ما تبقى من هيبة الدولة وأنقذ وحدة التراب الجزائري وأنقذ وحدة الشعب الجزائري. والغريب في الموضوع بالنسبة للجيش أنه كان المحرك الأساسي في عملية الديمقراطية. كل الديمقراطيين يتخبوا وراء الجيش، هم ضد تدخل الجيش، لكن plus catégorique que ça, il n'y a pas. Ils ont sauvé la République, ils ont sauvé l'unité nationale, ils ont sauvé le... Oui, mais ils l'ont intronisé président aussi. Ça, il oublie de le dire. Oui. Ça, il oublie de le dire. C'était indigne. Oui, la plus grande erreur de l'édification de l'État algérien en 1962, c'était de croire que l'armée est une institution de la République. L'armée, la police et la gendarmerie, c'est des outils aux mains des institutions. Les institutions sont des institutions civiles. Absolument. On ne peut pas dire l'armée est une institution. Vous n'entendrez jamais militaire. dans un pays qui se respecte, une démocratie moderne, que l'armée est une institution. Ce n'est pas amoindrir l'armée, mais chacun son métier. Si on est militaire et on veut faire de la politique, on a deux choses. Soit on démissionne de son poste et on mène le combat politique qui est ingrat, soit on attend sa retraite, comme font dans des pays développés. Un général à la retraite a le droit de faire de la politique. Mais l'armée et la police et la gendarmerie sont des outils de protection nationale qui garantissent l'unité nationale sous le contrôle et l'ordre des institutions de la République, qui sont le chef de l'État légitimement élu, qui sont le Conseil constitutionnel, mais c'est la théorie, le président n'est pas élu, les institutions ne sont pas élues. Donc il n'y a pas lieu de parler de République. Il n'y a pas lieu de parler de République. Maintenant, à la fin, il dit beaucoup de démocrates se cachent derrière l'armée. C'est ces démocrates-là qui ont atteint l'image de notre armée. C'est Saïd Saadi et compagnie. C'est le fameux CCDR, c'est Reda Malek, et moi je les cite, je n'ai pas de problème, qui considérait il y a 15 ans ou 20 ans de ça que les mamans de disparus étaient des mamans de terroristes. C'est ces fameux faux démocrates, qui ont conduit notre pays à cette catastrophe. Et on le voit même aujourd'hui, mener de faux combats, même en 2017-2018, mener de faux combats alors que l'Algérie est à un an et demi d'aller demander des sous au Fonds monétaire international et que la Méditerranée est devenue le cimetière des jeunes Algériens. Et pour ajouter sur les démocrates algériens, on les appelle souvent les démocrates non pratiquants. Absolument. Ouais. Donc c'est des gens qui... les demi-crates. Oui, ils se cachent derrière le char et ils disent, voilà, c'est par exemple... Ils viennent citer des noms, il y en a tellement en Algérie, les gens du Pax ou les gens de gauche, souvent, qui sont de gauche, qui sont comme ça. Et, qui se disent de gauche. Oui, qui se disent de gauche. Maintenant, eux, ils disent nous sommes de gauche. Voilà, c'est-à-dire de gauche, humaniste, machin, et après, il fait rentrer dans la propagande et ça continue. Moi, c'est le temps on a vu beaucoup de choses. Le temps nous a laissé le temps de voir les choses, comment ils ont... Exactement. Voilà, comment les choses évoluent. Et on découvre aujourd'hui, que Bouteflika, c'est le résultat du coup d'État. Oui. 4 mandats. Bientôt le 5e. Ouais, que je vais vous dire quelque chose d'autre, M. Benchanouf, c'est que l'Algérie a subi un génocide humanitaire et un génocide économique. C'est un génocide économique ce qu'ils ont fait. Quand le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, d'ailleurs que je ne reconnais pas qu'il est Premier ministre, arrive et dit le Moussel Haq al-Azam, c'est-à-dire le monsieur a passé 4 fois ou 5 fois Premier ministre. C'est lui qui était le chef c'est lui qui a mené la situation où elle est et qui dit c'est une situation catastrophique. C'est moi qui dois la régler. Voilà. Ouais. C'est moi qui la redresser. Ces gens, je n'arrive pas à comprendre. Ils savent très bien qu'ils ont fait des erreurs monumentales. Voilà, énormes.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des erreurs, qu'à chaque fois, ils avancent dans l'erreur. Et c'est les mêmes qui corrigent. Ils continuent à avancer dans l'erreur sans se soucier parce qu'ils savent très bien que le peuple, ils l'ont vacciné avec la décennie noire. Avec la violence. La violence. Et bien sûr, le peuple, il regarde, il voit, il ne peut rien faire. Quant aux démocrates, quand ils arrivent, pour eux, ce qui les intéresse... Les démocrates, entre guillemets, s'il vous plaît. Voilà, les non-pratiquants. Ouais. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils écrivent des bouquins pour insulter le peuple. Voilà. Des articles pour insulter le peuple. Sa culture, son histoire. Ils sont là en train de remplir les médias algériens pour dévier des vrais sujets qui concernent l'Algérie, alors qu'il vient de le dire, nous sommes en faillite et on va peut-être bientôt aller demander l'aumône au FMI. Et ça continue. Un démocrate, aujourd'hui, on a, par exemple, aujourd'hui, c'est INR, c'est ça? Oui. On était en janvier, là, c'est INR. L'année dernière, on était en janvier. Oui. Là, c'est INR. La prochaine année, ça sera INR. Mais pour couvrir quoi? Pour couvrir un coup d'État? Pour ne pas parler du coup d'État qui a eu lieu? Pour effacer... Vous voulez dire que c'est de la diversion? Ben, le pouvoir, c'est un pouvoir illégitime, un pouvoir manipulateur, un pouvoir qui gère la société à travers ses contradictions. C'est-à-dire l'islamiste, contre l'arabe, le berbère contre l'arabe, contre l'islam. Et il gère la situation pour qu'il reste ici, ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, il nous fait sortir ce INR. Bon, comme quoi ces gens-là, ils sont devenus subitement démocrates et qu'ils reconnaissent que nous sommes un peuple amazigh alors que depuis 62, on était arabe. Vous voyez, c'est un peu... Arabe sévalique. Et ce qui me rend fou, c'est que de voir les premiers journaux algériens, des soi-disant des grands intellectuels, ces tracts, parce que ce n'est pas des journaux, pour moi, c'est des tracts, ils tombent dans le piège de ce régime à chaque fois. On essaie de sortir. Peut-être qu'ils ne tombent pas dans le piège. Peut-être que... Et je suis obligé de vous interrompre. Peut-être qu'ils sont complices. Le dernier mot, Badreddine Guerfa, on a largement débordé Badreddine Guerfa en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Le mot de la fin. Voilà, deux, trois minutes. Je suis tout à fait d'accord. Ce que disent vos invités, Yahya Mahyouba ou Sissouedi, j'ajouterai, comme disait Hussein Ahmed, il n'y a pas de tamazir sans démocratie. Moi, je dis, il n'y a pas de mashroua islami sans Jazair, sans Hadl Watan. Hadl Watan doit exister, doit rester là. Voilà. Alors, c'est pour ça. Je dis aux demi-traques, ou là aux faux islamistes, ou là aux faux nationalistes, ou là, je le dis à tout le monde, même aux sympathisants du Fils, je le dis à tout le monde. La Bouddha bêche منعوا هذه بلادنا الجزائر هذه اليوم كومون صوفي بلادنا نصوفيوها بالحوار الحقيقي وبالحقيقه والعداله حتى باش بعدين نتكلموا على المشاريع والايديولوجيات. الان هذا هو الحل، ما كانش حل. ونقول للجميع ونقول للديسيدور اللي راكين اللي راه ورا الستار وقاعدين يمشيوا في البلاد ونقولوا لهم فرنسا لعبت بيكم ولعبت بينا ولعبت بالجزائر. الان احنا رانا كلنا لعبه في يد فرنسا لصالح فرنسا. هيا نتفق، معليش ما كاينش صراط امور، ولكن هيا نمشيو للحقيقه ونمشيو للعداله. نمنعوا بلادنا. Ces millions de jeunes ont le droit de vivre, ont le droit d'étudier, ont le droit d'avoir de grandes universités, ont le droit de participer ou de gérer هذه الجزائر اللي نحبوها واللي راهو بلادنا. سي المهمه اللي داروا الثوره من امير عبد القادر اليوم، سي المهمه مستقله. احنا من واجبنا باش نسلموا على الشباب في اطار الديمقراطيه والاصاله والمشاريع الكبرى. هذا وش نقول اليوم. بارك الله فيك Badreddine Guerfa, merci Yahya Mahyouba, merci Habib Souaidia, merci Rachid Mesli, merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Je rappelle que la presse, du moins francophone, je n'ai pas lu la presse arabophone donc je ne sais pas, mais je présume que c'est la même chose, que les médias algériens ont donc boycotté de façon absolument incroyable. C'est un véritable blackout, cet événement qui est pourtant un événement majeur. Il est ce qu'il est, on peut en penser ce qu'on veut, mais on ne peut pas ne pas en parler. Un événement qui a provoqué la mort d'1/4 million d'Algériens et des tragédies indicibles, 20 000 disparus dont les mamans attendent toujours, les mamans, les épouses, les frères attendent toujours le retour, et la presse n'en pipe pas un seul mot. Merci, bqaw ala khair, b'slama.
Thank you.